Alors, oui, là. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur la première, une réponse qui avait été donnée, une suggestion lors de la première réunion. Je crois que c'était Madame Paris qui l'avait faite sur le fait de payer 1 € dès le premier euro gagné. Donc j'étais venu vous trouver en aparté pour vous dire que le coût de recouvrement de l'impôt en tant qu'ancien contrôleur de gestion était beaucoup plus élevé que de retrouver ce 1 ou 2 € pour l'État. Donc, vous avez été battu quand même par une ministre récemment qui s'est fait retoquer immédiatement le jour même par le Premier ministre. Le deuxième préambule, on a parlé au tout début de l'imposition fiscale en Europe. Il faut savoir que la fiscalité est une des variables de la politique économique de chaque pays. Et à mon humble avis, il sera très difficile d'harmoniser l'ensemble de la fiscalité en Europe. Je voulais donc poser la question suivante aux deux personnes qui sont là, de la CAF, entre autres. Que pensez-vous si on intégrait dans le barème de l'impôt, ou on soumettrait à l'impôt, les allocations familiales, les APL, ainsi que toutes les primes, primes de rentrée, primes de Noël, car je trouve un peu surprenant qu'elles ne sont pas intégrées dans l'impôt, quoi. On prend note et on répondra après. J'allais employer le verbe épuiser, c'est un verbe excessif, mais on va aller au bout de toutes les questions. Oui, bonsoir. Ne relevez pas toutes les mains en même temps, parce que... Bon. Allez-y. Bon, bonsoir, merci. Déjà, félicitations, parce que c'est un débat passionnant, respectueux. Donc, je vais me faire un peu l'avocat de l'avocat présent ici par rapport au sujet de la pression fiscale et du pouvoir d'achat. Je fais partie des classes moyennes. Je travaille depuis de nombreuses années dans les PME, TPE. Je pense qu'il y a un vrai problème de pression, de sensibilité à la pression fiscale. Donc c'est un sujet, il y a certainement un problème d'aiguillage à réfléchir, mais je le vis, je suis dans un milieu actif où je le constate, il y a un déclassement des classes moyennes. Voilà. Alors, quel est ce problème où en fait on a un ressenti et a priori on a des données qui sont contraires à ce ressenti? Alors, je vais simplement m'appuyer sur un petit document. Je vais prendre 2 minutes pour le lire. Excusez-moi, j'essaie de le retrouver. Bon. Excusez-moi. Excusez-moi, c'était sûr. Hop. Voilà, j'y suis. Bon, alors, excusez-moi, je l'avais sur Internet. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, ça y est, j'y suis. Le réseau ne pensera plus. Hop. En fait, en résumé, il s'agissait des dépenses préengagées. Ce qui se passe, c'est qu'on a bien sûr un salaire médian qui ont évolué positivement, mais par contre, on a les dépenses préengagées, c'est-à-dire toutes les dépenses incompressibles de la vie, taxes foncières, habitation, eau, électricité, etc., qui ont sensiblement progressé. Du coup, on a un pouvoir d'achat qui a été grévé depuis déjà de nombreuses années. Donc, ces dépenses préengagées par rapport à un salaire médian qui ont évolué, mais qui n'a pas évolué en proportion de ces dépenses-là, fait qu'au jour d'aujourd'hui, le pouvoir d'achat est en baisse. Donc, se pose du coup la question du déclassement, notamment des classes moyennes. Mais je pense qu'on a l'équivalent sur les retraités, etc. Donc, c'est un vrai sujet. Là-dessus, il y a eu des données qui sont précises. Voilà. Donc ça, c'était un point. Deuxième point, c'était par rapport, j'en finirai, par rapport au passage à l'euro.
Il est sorti dernièrement, je ne sais pas, ça a été certainement vu par certains, sur un document sur les échos. Les gagnants et les perdants du passage de l'euro depuis 1999-2000. Parmi les grands gagnants figure l'Allemagne, les grands perdants, Italie numéro 1, France numéro 2. En fait, le constat, on a à peu près perdu 7 à 8 000 euros par an depuis les années 99. C'est un document idiot et M. Lecacheux va vous expliquer pourquoi. Alors, c'est un document que j'ai... Pardon, peut-être. Il y a une étude qui est sortie sur l'étude. Bon. Ça n'a pas été corrigé. C'est un document absurde. Mais M. Lecacheux va vous dire pourquoi. C'est un document que j'ai pu lire sur les échos. Bon. Oui, mais voilà, merci. En l'occurrence, ce n'est pas un gage de sérieux parce qu'effectivement, c'est une étude qui n'a absolument aucun fondement. Ce qu'ils ont fait, c'est un truc totalement débile. Ils ont appliqué à la France le taux de croissance que soi-disant elle aurait eu si elle n'était pas rentrée dans l'euro depuis 1999. Et le taux de croissance en question, c'est une moyenne du taux de croissance de l'Australie et de la Grande-Bretagne. Pourquoi C'est n'importe quoi. Voilà. C'est absolument n'importe quoi. C'est vraiment même scandaleux de publier des choses pareilles. Hein. Franchement, vous trouverez dans Le Point, du vaudou, hein. Sur le site du Point, hier, il y a aujourd'hui, gratuitement, il y a une analyse au vitriol de cette pseudo-étude. Ah oui, alors comment un institut réputé sérieux, je ne sais pas par qui, mais là, en l'occurrence, c'est comme on dit un fake, c'est n'importe quoi. Et les gens vont s'appuyer là-dessus, alors que c'est absolument n'importe quoi. Il y a une chose qui est vraie, c'est que l'Allemagne, au début des années 2000, était très loin derrière nous, derrière la France. On disait que l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe à cette époque. Puis simplement, les industriels allemands ont choisi des gammes de produits qui correspondaient mieux à la demande du marché mondial et qui acceptaient un euro plus fort ou assez fort par rapport aux autres monnaies. Et ça a fait la fortune de l'Allemagne. Il est vrai que l'industrie française n'a pas choisi cette gamme de produits-là. Vous regardez les voitures, maintenant c'est un peu en train de changer, mais les voitures allemandes ont été pendant 20 ans le haut de gamme des voitures, non seulement en Europe, mais aux États-Unis, au Japon, en Chine. Vous alliez dans la rue en Chine, au Japon, aux États-Unis, et vous trouviez des voitures allemandes, pas de voitures françaises, parce que nous n'avions pas choisi la bonne gamme de produits. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas la faute de l'euro. C'est un choix industriel qui a été fait, à mon avis, à tort par les industriels français. Mais c'est vrai que vous avez raison d'évoquer une étude qui a fait du bruit, mais qui est n'importe quoi. Je suis de l'avis du professeur, je suis modestement, moi qui ne suis pas économiste, de l'avis du professeur Lecacheux, qui lui est économiste. Monsieur, on va écluser toutes les questions. Hein ? Vous avez bien fait de parler de l'Allemagne, parce qu'effectivement, ils ont produit des produits de luxe, voitures de luxe, mais à quel taux de carbone ? Sans payer de taxes. Parce que la différence qu'il y a avec l'Allemagne, je reprends le carbone, oui. Parce que c'est de là qu'est parti le mouvement des Gilets jaunes avec la taxe carbone. Les Allemands, la nuit, ils produisent de l'électricité à 516 grammes de CO2 par kilowattheure. Et le jour, c'est 230. Et nous, c'est 20 fois moins. Et nous, on est à 32 au plus bas. C'est 20 fois moins. Jusqu'à 70, 20 fois moins. Donc, je pense... Et puis, la Chine, c'est 800 grammes. Et puis, bon... Vos déclarations sur ce sujet ont déjà été enregistrées. Hein. C'est vrai que je suis lourd. Mais non, vous n'êtes pas lourd. Vous êtes obstiné, vous avez raison. Pour faire comprendre des choses, il faut souvent répéter. Je trouve qu'on est un pays qui a une émission de carbone les plus vertueux du monde. La plus basse des pays développés. Plus basse. Et quand on importe des produits, pourquoi il n'y a pas de taxe carbone ? Normalement, la Chine devrait avoir 60% de taxes sur le produit importé. L'Allemagne, c'est 35%. C'est un sujet qu'on a évoqué au moment du débat sur l'écologie. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais il y a autre chose que je voudrais dire. Oui. C'est le premier débat, j'avais parlé du prix du baril de pétrole, qui était à 60,80 $ le baril, avec un prix de gasoil à 1,40 €. Là, aujourd'hui, on est avec un prix de baril de pétrole cet après-midi à 66,30 €.
avec un prix de gasoil à 1,45. Le 11 juillet 2008, on était avec un prix de baril de pétrole à $147. 147 dollars. Ça n'a pas duré longtemps. Avec le même prix à la pompe. Je ne comprends pas pourquoi il y a une telle différence. Les taxes. Non, c'est pas 2,5. Là, on est à 2,5. Les taxes. C'est pas possible. Les taxes. Moi, j'ai commencé à conduire en 1969. Le prix de l'essence était à 1 franc. Donc, on a toujours connu l'augmentation. Alors, je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais si on dépasse une ligne rouge, est-ce que les gilets jaunes, au mois d'avril-mai, si on monte... Rouge et jaune, ça fait de l'orange. C'est pas une mauvaise couleur politique. Allez. Monsieur. Merci beaucoup. Bon, pour moi, il est impossible de parler de l'impôt de l'économie sans parler de la dette, parce qu'elle pèse lourdement sur le budget, donc sur l'impôt. Bon, il est indispensable de rétablir l'équilibre du budget de l'État pour réengager un cercle vertueux. Moins d'impôts entraîne moins de charges sur les ménages et les entreprises qui peuvent consommer et investir. Alors on nous parle souvent en permanence des 3% du PIB pour rester dans les critères de Maastricht. Mais pour moi, ce chiffre n'a aucune valeur ni de sens. C'est une invention technocratique qui fausse toutes les analyses. Parce que nous ne rembourserons pas la dette avec le PIB. On remboursera la dette avec l'argent du budget. Je rappelle que la nation est composée de 3 parties, l'administration, les ménages et les entreprises. Dans l'administration, le mauvais élève, c'est l'État, car les collectivités territoriales sont peu endettées et les comptes sociaux également. Alors j'ai essayé de retrouver quelques chiffres. Si je me trompe, vous me corrigerez. Alors, la dette de l'administration, elle est aujourd'hui de 2360 milliards. J'avais dit 2350 milliards il y a un mois. On a pris 10 milliards de plus en un mois. Alors, elle comprend celle de l'État et des collectivités territoriales et des comptes sociaux. On parle beaucoup des comptes sociaux, mais quelle en est la véritable réalité? Les déficits des comptes sociaux ont été regroupés dans un compte spécial, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ça a été créé par Alain Juppé en 1996. Alors, on a confié à cette caisse plein de trucs au fur et à mesure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour 260 milliards d'euros. La CADES a fait plutôt bien son boulot puisqu'elle en a amorti 140. Donc, reste 120. Alors, il reste quelques bricoles à droite à gauche. On va dire en fait qu'aujourd'hui, la dette sociale, on peut l'évaluer à environ 150 milliards d'euros. Donc, je rappelle que l'ensemble des dépenses sociales sur la France, si on ajoute tout, c'est environ 150 milliards, à peu près. Non, vous pouvez multiplier par 3. 750 milliards. Ah, vous avez dit 150. Non, j'ai dit 750 milliards. J'ai dit que ce qui reste à payer de la dette, actuellement, c'est 150 milliards. Mais le budget social de la France, si on additionne tout, la Sécu, la CAF, les accidents du travail, etc., le chômage, ça représente 750 milliards. C'est bien ça à peu près. Bon. Donc en fait, ces 150 milliards, ça représente seulement 20% d'une année de fonctionnement, c'est-à-dire 3 mois. Donc c'est pas si grave que ça, même si on peut toujours dire que c'est beaucoup. Alors la dette de l'État, la dette des collectivités territoriales, si j'ai bien compris, elle représente à peu près 150 milliards d'euros. Donc reste de la dette sociale et de la dette des collectivités territoriales, environ 300 milliards. La dette de l'État donc s'évalue à 2060 milliards. Donc en fait, sur les dettes de l'administration, la plus grosse part, la part la plus importante, c'est la dette de l'État. Et le budget annuel de l'État, c'est à peu près entre 400 et 450 milliards. Ça veut dire que, si on rapporte les chiffres, on a 4 à 5 années de fonctionnement de l'État en dette. C'est-à-dire que
ça représente beaucoup par rapport à cette somme. Actuellement, les 2 dernières années, on est sur des déficits pour 2018 qui est environ 90 milliards d'euros et on envisage 100 milliards d'euros pour 2019. À ce rythme-là, sur le quinquennat de M. Macron, la dernière année, elle est complètement à crédit. Vous vous rendez compte que la situation est très importante. Donc, le problème, c'est de contrôler mieux le budget de l'État. Parce que dans le même temps, les ménages et les entreprises disposent de 4 000 milliards de réserves. Hein, en assurance vie, en dépôt bancaire, en actions obligations, en réserve de trésorerie pour les entreprises. Donc voilà, on nous impose des choses aux entreprises et aux ménages, alors que nous, on a les réserves financières. On est les bons élèves de la classe nation France. Alors, est-ce que je puis vous rappeler que c'est vous, comme vous dites, les ménages, qui dépensez et recevez les services publics aussi? Oui, non, mais absolument. Non, mais je vous dis, tenez les bons élèves. Je veux dire, il n'y a pas l'État d'un côté et les ménages de l'autre. Non. C'est l'État qui finance un grand nombre de services en direction des ménages, l'éducation, la santé, absolument, la justice, absolument. La gendarmerie, la police, l'armée, tout ça, c'est de la protection des ménages. Ah non, mais absolument, on est d'accord. Ça, je ne le conteste pas, au contraire, on a des services publics, etc. Mais il n'en reste pas moins que s'il y a un effort à faire, c'est sur l'État. Monsieur parlait de la réforme de l'État, c'est là que doit porter notre effort maximum. Ça me semble logique. Alors, moi, j'ai essayé d'imaginer des solutions. Alors, je suis d'accord avec l'analyse de monsieur, mais on est dans un monde ouvert, on ne va pas mettre des contrôleurs partout, évidemment. Alors, voilà moi ce que je propose. Donc, d'abord, le budget. Le budget, grosso modo, depuis la fin du deuxième conflit mondial, on le recopie chaque année et on lui applique un taux de progression voilà. égal à l'inflation, à peu près, un peu plus. Et même généralement supérieur. Oui. Et généralement, depuis 45 ans qu'on a des budgets en déficit, on s'est toujours planté. Donc on a augmenté le déficit petit à petit. Donc moi, ce que je propose, c'est que ce taux de croissance, on le supprime. C'est-à-dire qu'on établit le budget de l'État sur la réalité de ce qu'on gagne, pas de ce qu'on va dépenser. Donc déjà, on gagnerait, par exemple pour cette année, je crois que c'est 1%,7. Voilà. Donc déjà, tous les ans, on va regagner un petit peu. Et moi, je suis contre les méthodes violentes. Il faut faire dans la durée, puisque ces 2300 milliards, on les... Cher monsieur, je connais un candidat à l'élection présidentielle qui a défendu cette thèse dans une élection récente. Bon, très bien. Et en plus de ce taux de croissance... Alors, il n'a pas été élu, hein? Non. Je comprends. Mais enfin, c'était pas mal quand même. Ouais. Moi non plus. Donc, et en plus, on applique un taux de 1% en moins pour regagner plus. Je propose aussi qu'on remette le budget de l'État à plat. Parce qu'on le recopie petit à petit, mais en fait, monsieur le disait, il y a plein de trucs qu'on reconduit, etc. Et les députés et les sénateurs pourraient très bien remettre le budget à plat et voir si on n'a pas de choses en trop. Et il y en a. On pourrait gagner 10 milliards facilement. Vous avez entendu les applaudissements, beaucoup étaient sur le dépassement du temps. Je vais accélérer. Ensuite, il faut soulager le poids de la dette. Là, j'ai imaginé un dispositif que je ne vais pas parler ici, mais pour soulager le poids de la dette de la moitié, 1 000 milliards d'euros, avec une idée très spéciale, assez simple, ce qui permettrait de gagner 20 milliards, puisque le poids du remboursement de la dette, ou de l'intérêt, est environ de 40 milliards actuellement. Avec cette stratégie, on pourrait rééquilibrer le budget de l'État à l'horizon 2030. Et
petit à petit, on regagnerait des marges et on pourrait avoir un remboursement. Monsieur, vous allez nous laisser votre feuille. Oui, oui. On prendra en compte. Je finis. Parce que là, je ne fais pas face à mes obligations. Donc, non. Et on arriverait à un remboursement de la dette en 2060. Et il y a un deuxième dernier point au niveau international. Monsieur parlait tout à l'heure de l'organisation mondiale. Après la guerre, on a eu une organisation mondiale qui s'appelait le traité de Bretton Woods. Le traité de Bretton Woods a été démantelé au fil des années à partir de 1970. Moi, ce que je propose, c'est un Bretton Woods du XXIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut remettre en ordre le système, inventer un nouveau système économique et financier mondial. Parce qu'on est menacé par une méga crise économique. Actuellement, les dettes mondiales, États, ménages, entreprises, c'est 200 000 milliards d'euros. Alors tous ne sont pas des emprunts pourris là-dessus, mais une grande partie peut nous exploser à la figure. Monsieur, il faut qu'on s'arrête parce que je vais me faire lyncher. Voilà. Je vais me faire lyncher. Mais Je vais juste dire que Christine Lagarde, qui est quand même pas une grande révolutionnaire et qui est la directrice du FMI, a annoncé cette crise. oui, la crise, oui, mais j'attends qu'on aille expliquer à la République populaire de Chine comment on va remettre, oui, c'est ça, oui. Voilà, merci, mais vous allez donner le papier, ça sera pris en compte. Monsieur en rouge au premier rang. Monsieur en rouge au premier rang. Attendez, si, parce que autrement vous ne serez pas enregistré. Les jeunes, si vous voulez parler, vous pouvez parler. Hein. Bon, moi c'est simple. Vous avez demandé la parole ? Alors viens, c'est toi qui vas parler. Hein ? Ben, vous avez la parole. Eh bien, vous avez la parole. Merci bien, ça me fait plaisir. Non, parce que bon, j'ai entendu qu'on parlait qu'il n'y avait pas assez de jeunes. Bah, me voilà, je suis là. Donc, parce que bon, c'est vrai que finalement les jeunes n'y parlent pas beaucoup. Alors, moi, je voulais évoquer deux choses. Premièrement, je ne sais pas si vous connaissez les agences de crédit à l'exportation. C'est assez peu connu finalement. Mais en fait, ce sont des organismes publics. Donc, chaque État dispose d'une ACE. Qui vont assurer les risques des entreprises privées qui vont s'engager sur les marchés extérieurs. Donc, c'est avec de l'argent public, des impôts. On va avoir ces grandes agences qui vont assurer les risques. Donc, c'est de l'argent des citoyens qui est fourni. Et on n'a aucun droit de regard sur les ACE. C'est-à-dire que, par exemple, récemment, il y a un article dans Le Monde diplomatique qui est sorti qui évoquait le cas d'une ACE danoise qui a investi en Arménie sur une mine. L'ACE a finalement pollué la région, a exploité la région sans problème. Et une fois que les habitants locaux se sont révoltés contre cette pollution, l'ACE s'est retirée du marché en laissant tout le bazar qu'elles ont créé. Et l'ACE a finalement couvert les dépenses en considérant que c'était un risque de l'entreprise. Donc moi, là, puisqu'on parle de fiscalité, il me semble normal, et ça je proposerais alors je sais pas ce que donnera ce grand débat, mais en tout cas si cette proposition pouvait remonter, d'avoir au moins, ne serait-ce qu'un droit de regard sur où va notre argent dans ces ACE, parce qu'on a parlé pendant la crise des subprimes du fait qu'on avait socialisé la dette privée des banques par l'État qui avait racheté les actifs financiers pour éviter la faillite. Ça avait choqué à juste titre. Et aujourd'hui, on a depuis un certain temps des organismes publics qui finalement utilisent nos impôts pour couvrir les risques d'entreprises qui vont à l'exportation et qui finalement font ce qu'elles veulent. Voilà, notamment l'image du Danemark. Alors, je pense qu'on pourrait prendre exemple sur les fonds souverains qu'il y a par exemple en Norvège. En Norvège, ils ont des fonds souverains et ils ont rayé un certain nombre de secteurs d'investissement, les armes, le tabac, etc. Et certaines zones d'endroits qui ont été interdites. Voilà. Donc ça, ce serait une première chose qu'on pourrait parler, je pense. Et la deuxième chose, j'ai entendu tout à l'heure que quelqu'un parlait du CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai fait du droit constitutionnel et j'ai constaté que le CESE est dans la Constitution. C'est un bel endroit pour finalement
assurer à certaines personnes de pouvoir rester à des endroits bien chauds, des fonctionnaires qui peuvent avoir des emplois un certain temps. Le CESE a produit 16 sujets l'année dernière pour un budget de 300 millions d'euros. Ils sont 200 ou 300, je crois. Et à mon avis, cet argent pourrait être utilisé ailleurs parce qu'il existe en France des personnes qui aimeraient bien s'exprimer, qui sont compétentes, qui sont dans une relation empirique, qui peuvent voir exactement, qui peuvent proposer des solutions adéquates. Ces personnes sont les citoyens. Et je pense qu'ils seraient peut-être, si, en tout cas, et eux, ils seraient prêts à le faire gratuitement. Donc, je ne vois pas en quoi le CSE a plus de légitimité que des citoyens qui seraient prêts à le faire gratuitement, finalement. Au moins, cet argent pourrait être affecté à faire des référendums. Voilà. Merci. Merci d'avoir écouté les jeunes. Merci. Alors, monsieur en rouge, là, au deuxième rang, à qui on a arraché le micro pour donner la parole aux jeunes générations. Oui, bon, moi, jeune génération, je les aide beaucoup. Voilà, je voudrais revenir à l'entreprise. J'ai déposé un brevet, j'ai enrichi un brevet, et tout ce que je découvre de mon brevet, je transmets dans les écoles, de telle façon que les élèves comprennent, avant de sortir de l'école, l'innovation. Comme ça, quand ils arrivent sur leur plan de travail, quand ils seront embauchés, ils pourront développer ce qu'ils n'ont pas appris à l'école, mais moi, je donne. Alors, mon entreprise, j'ai inventé un moteur 4 temps à explosion sans émission, 0 ppm d'oxyde de carbone. Toute ma retraite passe dans ma découverte et je me fais massacrer par les URSSAF parce qu'il faut que je paye de l'argent sur 0 € de revenu. Je fais comment? On me demande 3 000 € par mois, je prends cet argent où? Avec 450 € de retraite, j'ai un problème. En plus, je voudrais aussi venir à l'équité de l'entreprise. Monsieur, il a de la chance d'avoir une entreprise où il est taxé normalement. Moi, avant j'avais une station-service, on intégrait les taxes collectées sur le carburant dans mon revenu. On sait bien qu'il y a un problème. Donc, je voudrais savoir pourquoi il y a des entreprises, quand elles sont commerçantes, quand vous êtes commerçant, vous achetez un produit à un fournisseur, dans le produit vendu du fournisseur, il y a tous ces bénéfices. Et moi, on me rajoute tous ces bénéfices-là dans mon revenu et je dois repayer 2 fois. Pourquoi? Monsieur Cacheux a travaillé sur la taxe professionnelle, je n'ai pas trouvé ça dans son compte rendu. Pourquoi on doit être... Parce que vous êtes commerçant, et je voudrais revenir à la première contribution de la dame tout à l'heure, vous cherchez à comprendre pour qu'il y ait un problème sur les grandes entreprises, seulement quand il y a un petit commerçant massacré, personne ne se pose de questions. On massacre, puis après on dit, tiens, pourquoi il est parti? Or, un commerçant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui accepte d'animer un quartier au détriment de son temps. À la Rouen, vous y passez, avant, une personne qui recevait un frelon en pleine figure, on intervenait. Aujourd'hui, il peut se prendre 10 frelons, on n'est plus là. Mais je continue mon entreprise. Mais je tends la main. Donc, ce que je voudrais, c'est que il y a la Banque de France, là-bas. Au niveau INPI, je paye mes droits. Je souhaiterais que mes droits d'INPI, de renouvellement de brevet, je puisse les payer dans une trésorerie générale. Et pas être obligé de passer par un machin INPI où j'ai énormément de problèmes avec l'Internet. Je ne peux pas payer ce que je voudrais payer mon dû à trésorerie générale. Qu'est-ce qui s'est passé? L'INPI m'a dit, vous n'avez pas payé, je supprime votre brevet. Merde, j'ai 115 000 € dehors, personne ne va me le payer. Donc il n'y a que mon travail, quand j'aurai fini mon moteur, que je pourrai vendre mon moteur et je pourrai gagner de l'argent. Pour l'instant, je n'en gagne pas. Donc qu'est-ce que je demande? Protection d'entreprise. On a des revenus, on paye. On n'a pas de revenus, on ne paye pas. C'est tout. Et en plus, je vais revenir sur le brevet de l'INPI, problème d'enseignement. Monsieur Bayrou, je vous ai écrit l'année dernière, 27 septembre 2018, je vais demander la création d'un BTS de cintrage à Pau. Pas de réponse. J'ai consulté beaucoup de politiques pour mettre les pieds ou la main devant. Oh, vous nous emmerdez, pas de problème. Mais pour augmenter la compétence des élèves, de telle façon qu'ils savent ce que c'est que du cintrage. Cintrage, c'est une énergie pure. Vous cintrez, vous avez l'inertie. C'est pas la peine de souder. Donc moi, si vous voulez, je vous montre ce que je fais. Venez voir et vous allez apprendre. Et je donne. Je veux pas d'argent. Écrivez-moi en me racontant et vous mettez personnel sur l'enveloppe à la mairie de Pau. Parce que votre lettre n'avait pas dû m'arriver. Josie PIT l'a eu. Elle m'a dit qu'elle vous l'a transmise. Vous mettez personnel sur l'enveloppe. Parce que monsieur, si vous voulez, quand j'ai vu monsieur Habib m'a dit votre truc c'est intéressant,
Surtout que ce que je cherche à faire, je cherche à développer de l'entreprise française, parce que le savoir-faire français, vous le trouvez nulle part dans le monde. Quand un Français pond quelque chose, c'est net. Il n'y a plus rien à faire derrière. Quand vous achetez en Chine, c'est pas la peine. Merci beaucoup. Monsieur au deuxième rang. Le débat est très intéressant. Je voudrais revenir, si c'est possible, avec le tableau des dépenses de l'État français. Pour 1000 €, combien on dépense dans tel ou tel poste, et essayer d'analyser un petit peu. Voilà. Alors, ce que la France finance avec 1000 €, les retraites. Qui est-ce qui est pour la diminution des 268 € sur 1000 pour les retraites? Je pense qu'il va y avoir personne. L'assurance maladie. Qui est pour la diminution des dépenses de l'assurance maladie? Personne. L'éducation. Personne. Les administrations publiques. Oui, là, les gens diraient oui, on peut réduire. Voilà. Oui. Est-ce que c'est là qu'il y a la part de la présidence de la République, de l'Assemblée, du Sénat? L'ensemble de ces dépenses, qui sont les dépenses des cadres politiques de l'État, ça fait moins de 1%. Voilà. Donc, 1%... permettez-moi, Saguer. Ça fait 10 oui, €. moins de 1 € sur 1000. C'est ce que, oui, moins de 0,1%. Voilà, permettez-moi une seconde, parce que je voulais corriger le jeune garçon qui est parti, qui a dit que le Conseil économique, social et environnemental, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, coûtait 300 millions d'euros. C'est pas vrai, il se trompe d'un facteur 10. Ça coûte entre 30 et 40 millions. Voilà. Donc, c'est quand même un ordre de grandeur. Avant de pouvoir vraiment faire de grosses économies, c'est quand même bien difficile. Hein. D'autant plus qu'il y a toujours des complications. Il y a 577 députés. Comment sont répartis les députés selon les territoires et également la population? Alors, si jamais on ne fait que par rapport à la population, Paris et la région parisienne vont avoir 20% ou 30% des députés rien qu'à eux seuls. Hein. Et donc, la Corrèze ou les départements ruraux auront très peu de représentation. Est-ce que c'est ça qu'on veut aussi? Alors, il faut voir aussi les conséquences. Hein. Bon, je crois qu'on pourrait faire poste par poste. Est-ce qu'on veut diminuer pour le chômage? Non. La défense? Voilà, c'est peut-être là, effectivement, mais il faudrait que la France abandonne, disons, son ambition de rester une puissance moyenne et qu'on aille alors dans le sens de l'Allemagne ou du Danemark, de la Suède, et qu'on soit une démocratie, disons, qui ne veuille plus avoir son passé colonial ou enfin la francophonie, etc., hein. Bon, la sécurité, tout le monde veut davantage de sécurité. La recherche, pas question de diminuer la recherche. Au contraire, on veut que les crédits de la recherche augmentent. La culture, est-ce qu'on va diminuer la culture? Bien sûr que non. Le RSA, bien sûr que non. L'aide au logement, bien sûr que non. Gestion de l'eau et des déchets, l'environnement, il y a des défenseurs qui vont bien sûr refuser. Les autres infrastructures, ça compte pour 9 € sur 1000 et la justice, 4 € pour 1000. Moi, je ne vois pas où est-ce qu'on peut faire des économies. Hein. Et si on mettait le tableau des recettes maintenant, c'est possible, voilà. Les recettes, l'impôt sur le revenu, qui est-ce qui est pour l'augmentation de l'impôt sur le revenu? Est-ce que vous payez l'impôt sur le revenu vous-même? Oui. Et vous êtes pour l'augmentation de l'impôt sur le revenu? Ah, bravo, mais pas pour eux. Bravo. Oui, mais là, il faut voir les conséquences. Moi, je ne paie pas l'impôt sur le revenu avec des tranches très, très élevées, je vous assure. Hein. Mais si on fait ça, regardez Gérard Depardieu, regardez tous les gens. Bon débarras, mais il part avec son argent et c'est autre... Ah, eh bien,
il dépense bien sûr. Oui, oui, mais... Mais non. Oui, mais la richesse du pays, c'est les grands équilibres, c'est les grands équilibres avec quand même la balance des exportations et des importations. C'est la balance des paiements, hein, c'est quand même ça la richesse du pays aussi. En tout cas, vous voyez les conséquences que ça peut entraîner si on élève les tranches supérieures. Beaucoup de gens vont partir dans des paradis Cher monsieur, fiscaux. je crois que vous avez dépassé d'assez largement votre temps de parole. Merci. Monsieur, vous voulez défendre l'augmentation des tranches supérieures de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire celles que vous ne payez pas? Non, mais j'ai le droit de sourire. Monsieur, j'ai le droit de sourire. J'ai le droit de sourire. Non. Vous intervenez tout le temps, vous n'êtes pas un animateur, vous êtes un débatteur ici. Non, je suis un animateur. C'est vous qui parlez le plus de la soirée, vous l'avouerez. Deuxièmement, je ne veux pas du tout que vous ayez, par exemple, discrédité, il n'est plus là d'ailleurs, l'employé de Total en disant ah oui, mais vous êtes les privilégiés. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'est pas sincère dans les propositions qu'il fait. Ni crédible. Ni crédible. Alors, je voudrais parler de, si vous me permettez, je voudrais parler... Excusez-moi, monsieur, je suis là depuis le début. Je vous donne le micro. Non, mais je ne veux pas prendre la parole à monsieur. J'ai dit que tout le monde parlerait. Alors, l'impôt sur le revenu, dans toutes les contributions que les Français payent, c'est la seule contribution qui est juste. C'est la seule contribution qui est progressive. C'est-à-dire que le taux évolue au fur et à mesure de l'importance des revenus. Toutes les autres contributions, la TVA, la CSG, l'ensemble des taxes, ne répondent pas du tout à ça. Or, l'impôt, il doit d'une part permettre à l'État d'assurer ce qu'il doit assurer, et d'autre part, l'autre fonction de l'impôt, c'est aussi de réduire les inégalités. C'est une fonction compensatoire un peu. On réduit les inégalités. Or, ce n'est pas ce qui se passe, ou plus exactement, je rectifie, ça se passe de moins en moins. Il y a 35 ans, ou un peu plus de 35 ans, sous le gouvernement de M. Mauroy, la tranche supérieure était c'est-à-dire la tranche, les revenus les plus élevés étaient soumis à un impôt de 65%. Pas du tout. 65%, ce n'est pas sur l'ensemble du revenu, c'est seulement sur la tranche qui dépasse un certain revenu. Alors, 65%. La France, je crois, ne s'en tirait pas si mal que ça. Et puis, cette tranche, on l'a vu diminuer progressivement. Sous M. Sarkozy, c'est passé à 41. Sous M. Hollande, très timidement, c'est remonté à 45. Et j'ai entendu tout à l'heure M. Mattei qui pensait peut-être le remonter à 48%. Si on traverse l'Atlantique, M. Roosevelt avait créé une tranche supérieure à 91%. Tout le monde entend bien. 91%. Les États-Unis n'étaient pas un pays horriblement soviétique, qui ne s'est pas détruit, qui n'a pas disparu pour autant. Sous Kennedy, nous n'étions plus en état de guerre. Sous Kennedy, c'était encore de 70%. Et il a fallu attendre l'arrivée de Ronald Reagan pour que ce taux descende à 28%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? En France, aux États-Unis et dans beaucoup de pays du monde, c'est l'idéologie néolibérale qui l'a emporté. Et là-dessus, il y a quelqu'un qui a eu un jugement que je trouve très intéressant. C'est une des plus grosses fortunes du monde, Warren Buffett, qui a déclaré il y a quelques années, oui, il y a bien une guerre des classes. Il n'a pas dit lutte des classes, il a dit guerre des classes. Il y a bien une guerre des classes et c'est nous, les riches, qui sommes en train de la gagner. C'est ce qui s'est passé. En face de ça, on a donc la TVA qui a légèrement augmenté, pas beaucoup, mais augmenté,
et qui compte maintenant dans les recettes de l'État plus de 2,5 fois ou 2,5 fois à peu près l'équivalent de l'impôt sur le revenu. C'est une taxe injuste dans la mesure où elle pèse, toutes les études le montrent, elle pèse bien plus dans le budget des familles à revenus limités que dans les autres. Je crois que c'est à peu près 11% pour les familles les plus pauvres et 8% pour l'ensemble de la population. La CSG aussi, qui a été créée par M. Rocard, a un taux de 1,1%, elle en est maintenant à 9 et quelques. Donc elle a été multipliée par plus de 8. C'est-à-dire que toutes les contributions qui ne sont pas progressives ont augmenté et que la contribution qui pourrait mettre un tout petit peu d'égalité et ramener un peu les écarts qui sont indécents entre les grandes fortunes et les gens qui rament pour finir à la fin du mois, cette... C'est l'origine, ce n'est pas une question d'impôt, c'est l'origine de cet écart. Quand vous avez un Carlos Ghosn... Eh bien voilà, si on lui faisait payer 90% comme faisait Roosevelt, ça le calmerait sans doute. Donc c'est bien, ce sont des milliards qui sont partis comme ça pendant ces 35 ans et qui ont contribué sans doute fortement à la dette de l'État. Donc, c'est une sorte de ras-le-bol, non pas fiscal, mais un ras-le-bol de l'injustice fiscale. Et quand on voit la colère qui est arrivée maintenant, on ne s'étonne que d'une chose, c'est qu'elle ait mis tant de temps. Merci. Qui voulait... Monsieur, vous êtes le dernier intervenant inscrit, si je ne me trompe pas. Bien, merci beaucoup. Je vais essayer d'être concis. Ça serait sur 2 points que j'aimerais soumettre à votre réflexion et éventuellement avoir quelques réponses de votre part. Premièrement, c'est concernant les dépenses publiques, justement. Et pour reprendre la formule de notre président, quelque chose qui nous coûte un pognon dingue, ce sont les dépenses publiques d'équipement militaire, les dépenses publiques militaires. Puisque là, la loi de programmation militaire a été reprogrammée, c'est-à-dire que depuis l'année dernière, elle a été votée, et donc c'est 295 milliards d'euros qui vont être votés. Et donc c'est pour devenir la première armée d'Europe. Et ça, la population française, nous, on n'a pas eu notre mot à dire. Est-ce que ce sont des dépenses qui conviennent? Est-ce qu'elles ne conviennent pas? Ça s'est passé entre 2-3 ministres. Ça a été voté par les députés. Le reste, on ne le sait pas. Si vous regardez de l'autre côté du Rhin, vous avez parlé de l'Allemagne, la dépense est beaucoup moins importante, puisqu'elle est de 34 milliards. De l'autre côté des Alpes, elle est également moins importante. Et côté espagnol, alors là, n'en parlons pas. Donc, est-ce que ça va être vraiment toujours à nous, à la France, à assumer la défense européenne? Donc là, maintenant, on arrive aux élections européennes, et ça n'est même pas mis sur la table. Donc... j'aimerais avoir quelques précisions là-dessus. Pourquoi est-ce que ça passe toujours à la trappe? Il n'y a aucune discussion au niveau des politiques et les citoyens ne peuvent pas décider. Ça fait 70 ans qu'on est en paix. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Faut pas l'oublier. Ben, je suis bien d'accord avec vous, monsieur, mais à ce moment-là, pourquoi nous faisons partie de l'Europe, on fait partie des 27 pays européens, pourquoi il y a un seul, on serait en copropriété? Pourquoi il y a un seul des pays qui doit assumer une grosse partie de cette dépense? Donc, et là, dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité des derniers mois, M. Donald Trump avait quelque part menacé, entre guillemets, les pays européens en disant qu'ils ne dépensaient pas assez, qu'il fallait qu'ils soient tous au-delà de 2% des dépenses publiques. Eh bien, M. Macron, c'est comme beaucoup d'autres dirigeants européens, s'est exécuté. Ben oui, entre autres, mais il s'est exécuté. Moi, je ne suis pas... Eh bien, c'est un des rares sujets sur lesquels Trump, à mes yeux, a raison. Ce n'est pas possible que nous nous en remettions... Pardon, monsieur, parce que j'interviens, comme vous dites, comme débatteur, mais c'est simplement parce qu'il me semble que ce sont des questions à améliorer ou à enrichir. Je trouve qu'il est totalement anormal que nous nous en remettions pour notre défense aux États-Unis. Parce que ça, c'est accepter d'être soumis. Moi, je trouve que nous avons le devoir. Et le président de la République que vous citiez, il vient de faire adopter, peut-être c'est un premier pas seulement,
peut-être timide. Il vient de faire adopter par l'Union européenne l'idée que nous allions avoir, en effet, un accord de sécurité commun pour constituer ensemble la capacité d'intervention européenne. Et donc, on va dans ce sens-là. Mais c'est tout à fait vrai. Oui, mais c'est un serpent de mer indispensable à poser parce que, en effet, une des raisons pour lesquelles nous avons des dépenses publiques élevées, c'est que nous assumons, comme les Britanniques, un effort de défense plus important que les autres. Et au nom de toute l'Europe, en tout cas pour nous. Et ils ne le font pas, bien sûr. Alors, justement, puisque vous parlez des Suisses, quelque chose qui est intéressant au niveau démocratique, c'est qu'au niveau des référendums et des votations, ils ont décidé, on leur a posé la question, est-ce que vous êtes d'accord pour ces dépenses d'acheter de nouveaux chasseurs bombardiers? Et la population suisse, par cette votation, a dit non. Donc le gouvernement suisse, l'État suisse, n'a pas acheté. Oui, c'est nous qui les on les protège, d'accord, mais au bout du compte, le citoyen a pu donner son opinion. Et à partir du moment, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut que l'on soit en sécurité, mais pourquoi c'est toujours le même pays qui a cette nostalgie? Parce que c'est un grand pays. Et pourquoi Parce que c'est un grand pays. Mais je suis d'accord avec vous. Mais parce que si vous voulez compter dans le monde, première armée d'Europe. Parce que si vous voulez compter dans le monde, il faut assumer cet effort de défense. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est en train de se passer à la surface de la planète. Si vous voulez être complètement désarmé, à mon sens, c'est un choix de naïveté, mais monsieur va dire que c'est une intervention excessive de ma part. Oui. Non, mais là, on a un petit peu de dérivé, la planète. Mais moi, au départ, c'était quand même au niveau des dépenses publiques. Au niveau des dépenses publiques, ça fait 295 milliards d'euros sur la loi de programmation militaire. Et donc, chaque année, ça représente 42 milliards. C'est le budget des intérêts de la dette. Ce sont les intérêts de la dette. On peut en être fier ou en avoir honte. Aujourd'hui, c'est une des rares industries qui est bénéficiaire en France. On s'est plaint du textile qui est parti, de la sidérurgie qui est partie. On peut avoir des états d'âme tout à fait normaux. Ah, mais ce n'est pas des états d'âme. Hein. Ce ne sont pas des états d'âme. C'est cette somme d'argent que vous dites excessive, à votre avis. C'est de l'argent qui reste en France, qui rentre même en France. Là aussi, on peut dire on n'est pas d'accord sur le commerce des armes, etc. L'industrie de l'armement, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui est bénéfique en France et bénéfique à la France et à l'Europe. Très bien. Mais là, vous dérivez, monsieur, parce que là, c'est le commerce de l'armement. On pourrait s'entretenir avec ça par rapport aux armes qui sont vendues au Yémen ou à d'autres pays. Bon. Mais moi, je parle des dépenses publiques. Je propose qu'on considère que toutes les interventions ont été prises. Alors, on va se tourner vers la tribune qui rapidement va dire, ceux qui le souhaitent, on n'est pas obligé, le mot de la fin. Et puis, les deux journalistes nous donneront leurs sentiments sur la soirée. Philippe ? Non, mais c'est très intéressant. Et puis, chacun... là où je trouve que M. Bayrou a raison, c'est que chaque fois que ça nous touche, ça ne nous plaît pas. C'est un peu le problème du français. Voilà, mais bon, je crois qu'on est quand même un beau pays et que si on voyage un petit peu, on va se rendre compte qu'ailleurs, c'est difficile. Parce que tout à l'heure, quand M. fait la liste, personne ne veut couper. On est quand même le pays où on se fait soigner. Il y a des pays qui paient moins, où on gagne plus, on fait tout, mais le résultat, il faut se payer. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas les hôpitaux que nous avons. Après, je crois qu'on paye 30 ou 40 ans de... peut-être que ce débat va faire avancer les choses. Moi, j'y crois. Je crois en ce jeune Macron. Merci beaucoup, Philippe. Fabienne. Alors, je vais juste faire un commentaire par rapport à l'idée que l'on pourrait soumettre à l'impôt les prestations sociales, puisque c'est la question qui m'a été posée par monsieur. Mon avis personnel est que non, puisqu'une prestation sociale, c'est un soutien, une aide. Le ponctionner derrière, ça n'aurait aucun sens. Par contre, il est vrai que ça rentre dans des revenus communs de foyer. Donc, à partir de là, on pourrait se poser la question. Je crois que le mieux, ça serait de simplifier les choses et d'attribuer des prestations sur une période de référence qui ne soit pas N-2,
comme c'est le cas pour le logement, que ça ne soit pas N-1 pour d'autres prestations, mais que ça soit comme pour le RSA, par exemple, à 3 mois. Tous les 3 mois, le montant est remis en question. Ça crée une forme d'instabilité, oui et non. En tout cas, c'est près de la réalité. Et à ce moment-là, c'est une prestation qui est servie, exemptée de toute taxation derrière, puisque ça n'aurait absolument aucun intérêt. Et j'en profite pour dire juste une chose, c'est qu'on vient de débattre de l'impôt, mais pas de la simplification de l'impôt, et ça, je le regrette vivement. Le prélèvement à la source, c'est une simplification quand même. Peut-être, pas sûr, parce que quand une personne qui gagne le SMIC a un impôt de presque 400 € et elle a une décote de presque 400 €, quel intérêt de calculer un impôt pour lui appliquer une décote? Ça, c'est un petit outil, tout petit. Mais la simplification en mettant peut-être l'impôt par catégorie d'impôts sur la table, c'est un travail de longue haleine, mais ça pourrait vraiment apporter des résultats, c'est-à-dire, par exemple, recalculer les assiettes plutôt que de modifier les taux. Ça permettrait même de baisser les taux. Ça permettrait de voir un effort dans le temps qui correspond. Ça ne permettrait pas de baisser l'impôt. Ça permettrait de baisser le taux d'impôt, le taux d'impôt. Il est évident que l'impôt globalement augmenterait. Et je pense aux collectivités territoriales qui souvent d'ailleurs sont pénalisées parce qu'elles ne peuvent pas discuter de 0,1 point d'impôt, alors que si l'assiette était réellement appliquée à la réalité, ça serait quand même un avantage, ça serait d'abord neutre, parce que ça serait étalé sur la masse. Merci. Je retiens le terme neutre, je le retire parce qu'il n'est pas justifié. Et rien du tout. Toutes ces prestations sont servies pour compenser un manque de ressources. Si c'est pour les soumettre à l'impôt, ça n'a pas de sens. Mais par contre, les attribuer en fonction de la réalité de la situation, c'est-à-dire sur l'instant où elles ont besoin d'être attribuées, c'est logique. Vous avez des personnes qui reçoivent des allocations logement sur des ressources qu'elles avaient il y a 2 ans. Elles n'en ont plus besoin au niveau où elles vont les recevoir. Mais il y a 2 ans, peut-être oui. Voilà ce qu'il faudrait corriger. Merci. Monsieur le professeur Lecacheux. Oui, moi, je voulais revenir sur la question de la justice fiscale. J'étais content quand même que quelqu'un remette ça sur la table, parce que c'est quand même une des grandes questions à laquelle il faut répondre. Et je voulais justement sur la question de savoir est-ce que c'est sa situation personnelle qu'on prend en compte, etc. En tant que citoyen, on devrait, en théorie, même si on n'y arrive pas toujours, raisonner comme si on n'était pas soi-même en quelque sorte. C'est-à-dire, pour juger de la justice d'un système, il faut essayer de se mettre à la place des autres. C'est ça, en fait, la notion de justice. C'est-à-dire, si j'étais le plus riche, comment est-ce que j'aimerais qu'on m'impose? Si j'étais le plus pauvre, comment est-ce que j'aimerais qu'on m'impose, etc., etc. Et ça, c'est compliqué à faire. C'est une espèce d'impératif moral. Bon, ceci étant dit, je pense qu'effectivement, actuellement, en France, le système est moins juste qu'il l'était il y a 15 ou 20 ans, notamment parce que la montée en puissance de la CSG a, en quelque sorte, encore amoindri la progressivité du système fiscal. Et ça, c'est un grand problème aujourd'hui. Et tous ceux qui disent qu'il faut soumettre tous les revenus à un impôt depuis le premier euro oublient complètement que la CSG, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la CSG, elle est prélevée depuis le premier euro sur tous les revenus d'activité, en tout cas. Alors après, la question de l'imposition des transferts sociaux, des allocations familiales, etc., c'est une question qui, comme vous le savez, est débattue depuis longtemps. Jospin avait voulu mettre les allocations familiales dans le revenu imposable et ensuite on l'a ressorti parce que ça ne plaisait pas. Personnellement, moi je pense que ce serait une bonne chose de calculer le revenu imposable de tous les foyers fiscaux en y incluant tout ce qu'ils touchent, y compris les prestations sociales. Ça permettrait d'avoir une sorte de ce qu'on appelle en économie d'équité horizontale, c'est-à-dire de faire en sorte que 2 personnes qui soussent la même somme d'argent, quelle que soit la provenance de cette somme, soient traitées de la même manière par le système d'imposition. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent négligé dans les débats, c'est cette question d'équité horizontale, c'est-à-dire de savoir si les gens qui sont dans la même situation que moi sont traités fiscalement de la même façon que moi. Et je pense que là,
il y a un vrai sujet en France, parce que pour l'instant, le sentiment général, c'est, à mon avis, que non. C'est-à-dire, certains disent ceux qui ne travaillent pas sont avantagés par rapport à ceux qui travaillent, etc. Si on mettait dans le revenu imposable toutes les prestations, eh bien, tout le monde serait traité de la même façon, quelle que soit la source des revenus qu'il perçoit. Alors, on peut dire, évidemment, prélever des impôts sur un minima social, c'est reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre, etc. Bien sûr, mais en même temps, ça assure cette équité horizontale qui, à mon avis, est une condition d'acceptabilité de l'impôt. Voilà. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Lecacheux par rapport à l'équité face à l'impôt. Par contre, j'avais certainement dû très mal m'exprimer, monsieur, la dernière fois quand on avait parlé des aides sociales et pourquoi pas un prélèvement de l'impôt. Alors moi, quand je suis d'accord avec vous que prélever l'impôt coûte cher à l'État. Par contre, dans mon idée, alors M. Lecacheux dit on prend toutes les aides et puis on calcule un impôt, il y a une équité horizontale. Ça, c'est une méthode. Il peut y en avoir une deuxième à partir du moment où tout le monde est d'accord pour que ces aides sociales, alors là, je ne suis pas d'accord avec Fabienne, par exemple. Moi, je suis que toutes ces aides sociales, que tout le monde participe à l'impôt, c'est d'avoir le même principe qu'au niveau de la sécurité sociale quand vous avez la participation forfaitaire du fameux 1 € qui a été mis en place en 2005. Et puis après, vous avez la franchise médicale qui a été mise en place en 2008. Elle ne coûte pas 1 € au niveau de la sécurité sociale, puisque c'est une ligne de prélèvement automatique sur vos remboursements. Elle n'a aucun coût. Par contre, on est à près du milliard au niveau des comptes de la sécurité sociale. Alors, pourquoi pas se dire par rapport à une question d'équité que tout le monde paye de l'impôt, un petit peu d'impôt, que sur les aides sociales, eh bien, après, il faut faire un calcul selon les familles, selon les quotients. Ben, pourquoi pas quelques euros seraient prélevés sur l'aide sociale, ne seraient pas allés précompter. Il n'y aurait pas de coût au niveau de l'État. C'est une possibilité, puisque j'entends quand même beaucoup dans les débats cette question d'équité. Et je vous avais rappelé lors du premier débat, c'est qu'un salarié, même quand il travaille dans une entreprise, même si son revenu il ne va pas payer d'impôt là-dessus, il va payer des charges sociales et il va payer une CSG, RDS, sur quelque chose qu'il n'a pas perçu. Donc là, il y a une différence d'équité. Et je le vois à la CPM, puisqu'on a ce qu'on appelle une commission d'action sanitaire et sociale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est en maladie, la maladie peut délivrer une fracture sociale au niveau de la famille et de la personne. Et nous avons une action sociale qui nous permet d'aider pendant ce temps de la maladie la personne. Et là, on voit bien que toutes ces aides, on le voit qu'il y a quand même, les gens vivent quand même énormément d'aides sociales et ne participent pas à toute l'action de la société. Donc voilà, il y a différentes méthodes. Mais est-ce que nous, citoyens, tout le monde, est-ce que nous sommes d'accord pour revoir cette équité horizontale par rapport à l'impôt? Merci Valérie. Monsieur Cabarou. Simplement revenir sur 2 points. La question des dépenses publiques qu'on a largement abordée ce soir. Moi, il me semble qu'il est important que la France arrive à ne plus laisser filer sa dépense publique. Et l'objectif, je pense que si on arrivait à se donner un objectif de stabiliser en francs courants, si vous voulez, la dépense, ce n'est qu'à ce prix-là qu'on arrivera ensuite à diminuer notre déficit et à diminuer notre dette. C'est vraiment à ce prix-là. Parce qu'il faut savoir que sur les dernières années, chaque année, la dépense publique augmente de 0,6% en France. Donc on peut arriver, je pense, il faut qu'on arrive à maîtriser, tout en gardant évidemment notre modèle social qu'on a largement abordé ce soir. Ensuite, le deuxième point, le jeune homme qui est parti a évoqué la question, on a peu abordé ce soir, mais la question de la compétitivité à l'exportation des entreprises. C'est un sujet qui est extrêmement important. On se doit d'avoir des
il faisait allusion aux ACE, enfin je ne connais pas bien, mais on se doit d'avoir des organismes tels que la COFAS, tels que la BPI, qui accompagnent les entreprises et de manière à en faire des champions. En France, on manque de champions à l'export. Il faut qu'on arrive à créer des entreprises de taille importante qui puissent rivaliser avec leurs concurrents étrangers. Et donc, il est important qu'il y ait des organismes d'État qui accompagnent donc ces entreprises. Merci beaucoup. Alors maintenant, les deux observateurs de vocation. Oui, Jean Marziou d'abord. Oui, des observateurs qui ne sont absolument pas, contrairement à nos autres personnalités, des spécialistes. Permettez-moi d'avoir deux, trois petites remarques. La première, c'est que ce débat, le 4e, est particulièrement sage. Nous avons assisté pendant 2h30 à des échanges apaisés et, je dois dire, d'une certaine tenue. 3 heures. 3 heures, pardonnez-moi. Donc voilà, un débat sage. Ceci étant, le revers de la médaille, c'est que dans cette salle, les 150 ou 200 personnes présentes ce soir étaient tous des citoyens, je dirais, matures. C'est-à-dire qu'ils ne représentent peut-être pas l'ensemble, n'est-ce pas, des personnes qui, aujourd'hui, avaient peut-être envie de dire quelque chose. Donc, ceci étant, j'ai relevé aussi, depuis le début du mouvement, et en particulier depuis la première réunion, qui était, elle, beaucoup plus chaude, si je puis dire, un paradoxe, finalement, sur l'utilité de l'impôt. On entend beaucoup de critiques sur l'impôt. Il y en a trop de taxes, etc., etc. Et dans le même temps, on entend la demande d'une plus grande distribution. Ça montre bien qu'il y a incontestablement une urgence absolue à la Constitution, au travail d'une réforme fiscale en profondeur. Parce que le risque, s'il me semble, après vous avoir écouté tous les unes et les uns et les autres, c'est que si nous n'allons pas vers cette urgence de réforme, eh bien, un des fondements de l'organisation collective de la société républicaine française, qui est quand même le partage du bien commun, eh bien, il risque d'être déconsidéré totalement. Et à partir du moment où on déconsidère ça, c'est une des fondations, un des fondamentaux de notre société qui risque d'être comme ça critiqué et peut-être petit à petit dévalué. Parce qu'on ne s'est finalement toujours pas interrogé sur une solution de remplacement à l'impôt, une sorte de plan B qui permettrait, dans une économie mondialisée et pour toujours un dynamisme de la France, une situation dynamique, eh bien, moi, je trouve que c'est particulièrement effrayant. Donc, oui à l'urgence pour qu'on conserve cette notion solidaire de l'impôt dans une société républicaine. Merci à Jean Marziou. Philippe Tugas. Oui, bien. Moi, comme Jean Marziou, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, pas un spécialiste de la fiscalité. J'ai trouvé quand même, j'étais un peu surpris qu'on ne parle pas beaucoup de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale. D'après ce que j'ai compris, et vous me détromperez si d'aventure je donnais un chiffre erroné, d'après ce que j'ai compris, ça représente quand même 100 milliards par an. C'est-à-dire plus que le revenu de l'impôt sur le revenu. Voilà, alors ça méritait peut-être qu'on s'y attache un peu. Et puis, je pensais à ce qu'avait dit tout à l'heure Philippe Cascarère, à propos de l'entreprise, du poids des taxes sur les entreprises. Et c'est vrai que j'ai pensé à ce que disait le président, qui parlait de faciliter l'investissement dans les entreprises. Et je me pose la question, et là encore, détrompez-moi s'il le faut, j'ai plutôt le sentiment que les mesures qui ont été adoptées il y a peu de temps visaient à baisser l'impôt sur les sociétés et à augmenter les prélèvements sur la production, notamment la TVA, alors que ces prélèvements sur la production sont prélevés quels que soient les bénéfices réalisés. Et j'ai le sentiment que l'État joue la sécurité un petit peu. Voilà, c'est les sentiments que j'ai. Mais peut-être M. Mattei. Merci à Philippe. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui sont restés.
comme chaque fois, tout le monde n'est pas resté. Mais en tout cas, moi, j'ai été très sensible à votre attention, à la courtoisie du débat. C'est vrai qu'il était moins explosif ou moins éruptif que d'autres fois. Je trouve qu'on a abordé des questions absolument centrales, et pas seulement des questions de fiscalité, mais aussi des questions de compréhension de la société par ceux qui y participent. Et c'était un débat intéressant. Il nous en reste, vous savez, un 5e, qui est l'ultime débat que nous aurons dans le cadre de ce grand débat à Pau. Merci à tous de votre présence.